Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Alors aujourd'hui, le Zap est juste une petite pépite. Des news what the fuck. En veux-tu, en me voilà, tu vas te régaler. Avant de passer au fil, on va aller faire un petit coucou à Agathe. Super joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup pour tout le contenu que tu nous partages sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube. Et également un grand merci pour tout le soutien que tu apportes à Zap Crypto depuis sa création. Surtout, n'hésitez pas à lui laisser un petit message sur son Twitter ou dans les commentaires, ça fait toujours super plaisir à lire. Allez, on passe à notre Fear and Greed Index qui est à 23 dans la peur et le market order flow en recherche de fort vente. Comme je vous l'ai dit, c'est un zap what the fuck. Alors, accrochez vos ceintures. La première news qui fait fondre le cerveau va suivre juste après cet extrait. Allez, je te laisse un petit indice. Le prix de l'enterrement d'Elisabeth. Alors par contre, si t'es en train de manger ou tout autre, franchement, fais gaffe de pas t'étouffer parce que ça risque de te passer en travers. Eh ben écoutez, du coup, je vous laisse au Zap Crypto. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve demain pour le dernier Zap de la semaine. C'était Zap Crypto. Officiellement, pour la Banque d'Angleterre, le Royaume-Uni est entré en récession au troisième trimestre 2022. Avec le Brexit, le déficit de la balance commerciale va être multiplié par 2 cette année pour atteindre près de 5% du PIB. Un PIB qu'on s'attendait à voir augmenter de 3,6% et qui devrait finalement ne pas dépasser 2,5% selon la COFAS. Quant à 2023, avec 18% d'inflation minimum attendue, pas question de compter sur le moindre point de croissance, alors que les autres pays du G7 devraient voir leur économie progresser en moyenne de 1,2 à 2,6%. La Banque d'Angleterre et le nouveau plan de route du gouvernement soulèvent de nombreuses questions auxquelles les investisseurs ne trouvent pas de réponse. Depuis le 12 septembre, les marchés ont fortement réagi, la livre s'est effondrée, elle a perdu plus de 8% en à peine 15 jours. La nouvelle trajectoire à contre-courant adoptée par le gouvernement et la Banque d'Angleterre, celle qui consiste à recourir à l'emprunt et à la création monétaire sans limite, laisse perplexe le monde économique dans son ensemble. Elle n'est pas tenable. Plus on imprime de monnaie, plus la devise s'enfonce dans les limbes de la dévaluation et les populations perdent en pouvoir d'achat. Les importations coûtent de plus en plus cher et les factures impayées s'accumulent. Socialement, la situation devient explosive. Liz Truss va devoir faire face à un sentiment de colère générale, inspiré par Boris Johnson, à des milliers de travailleurs de toutes les corporations. L'été a été compliqué, ponctué de grèves et de manifestations. Le deuil national est passé, et malgré le changement de gouvernement, la colère ne s'est pas apaisée pour autant, pour toutes les raisons que nous venons de voir. Comme négociation, tout ce que Liz Truss a offert aux représentants des travailleurs a été sa réponse cinglante. Le pays ne sera pas rançonné par les syndicalistes et les militants. C'était ses mots pendant la campagne. Et c'est elle qui a obtenu le job. Les grèves historiques qui se déroulent depuis le mois de mars et qui paralysent l'activité des grandes villes ne s'arrêteront pas. Alors que 35 millions ont été dépensés pour les funérailles de la reine, les Britanniques qui doivent choisir entre manger ou se chauffer se demandent combien va leur coûter leur nouveau roi. Ce qui les attend ne fait pas rêver, et l'Angleterre que la reine a connue a très probablement disparu avec elle. Aujourd'hui, on a une vaste majorité de la masse monétaire qui est créée de cette manière, avec un système qui crée de la monnaie et qui est fait en fait pour continuer à financer l'économie. Alors on parle de besoin de financement, mais le mot de besoin est un peu trompeur parce que on n'a pas forcément constamment besoin d'être financé. Et donc ce système-là, il est vraiment fait pour booster la croissance. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de nos dirigeants quand vous écoutez les gouvernements. L'enjeu, c'est toujours combien de croissance on va faire, comment on va arriver à se financer. Sauf que la création monétaire, en fait, elle induit des comportements individuels qui ne tendent pas vers la sobriété. Alors ici, vous avez un graphique qui représente la masse monétaire pour la zone euro depuis 40 ans à peu près. Et donc, on voit assez bien que la masse monétaire augmente très significativement. Et ça crée de l'inflation. Alors, vous trouverez toujours quelques économistes pour expliquer que c'est pas le cas, mais globalement, ça commence à être accepté que la création monétaire génère de l'inflation. Et quand il y a de l'inflation, vos comportements monétaires ne sont pas tournés vers l'épargne, tout simplement parce que votre argent qui dort sur votre compte courant, en fait, comme dirait le patron de MicroStratégie, c'est un glaçon qui fond. Et donc, vous êtes incité à faire, parmi les comportements suivants, soit vous allez consommer, donc vous allez acheter des biens et des services dont vous n'avez pas forcément besoin, mais vous allez consommer plus rapidement que prévu, plus rapidement que ce que vous auriez même peut-être souhaité, tout simplement parce que vous vous dites que votre argent qui dort va valoir moins demain.
Ou alors, vous allez investir cet argent dans des produits financiers qui ne sont là aussi pas forcément verts du tout. Je vous invite à regarder un peu la composition des différents livrets d'épargne que vous avez dans vos comptes bancaires. C'est pas ça qui finance particulièrement la transition écologique ou climatique. Donc, on a un système monétaire qui n'est pas du tout compatible avec un état de stagnation, avec un état stationnaire, qui ne sont pas du tout compatibles avec la sobriété, mais qui visent à maintenir, on dirait, une sorte d'état plutôt d'abondance. Et donc, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est est-ce que Bitcoin ferait mieux ? Alors Bitcoin, déjà, on peut commencer par dire que c'est un système monétaire à lui seul, que Bitcoin a le potentiel d'être une monnaie, voire l'est déjà, puisque Bitcoin est durable. Un Bitcoin, on me disait un Bitcoin ne se fane pas comparé à une tulipe, mais un Bitcoin ne s'use pas. Un Bitcoin est fongible jusqu'à 8 chiffres après la virgule, et surtout un Bitcoin est portable, puisque vous pouvez transporter très facilement vos bitcoins avec vous simplement en transportant votre mot de passe. Et cette caractéristique, d'ailleurs, elle rend Bitcoin très compétitif par rapport à d'autres monnaies aujourd'hui, d'autant plus que Bitcoin est nativement numérique, ce qui facilite son adoption. La DGFiP a répondu et nous a rassuré début octobre 2022 que le ministère de M. Bruno Le Maire n'avait pas demandé l'accès à la liste de toutes les transactions en temps réel, mais uniquement à l'état du solde en temps réel, des plus de 80 millions de personnes physiques enregistrées, dans un fichier qui s'appelle FICOBA. Concernant les transactions unitaires, il n'aurait demandé qu'un accès en temps réel au nombre de ces opérations sur chaque compte. Nous voilà donc bien rassurés. Pour ceux qui ne le savent pas, le fichier FICOBA, Fichier national des comptes bancaires assimilés, en français c'est une base de données du ministère de l'économie à laquelle rapportent toutes les banques et les institutions financières des informations sur tous les comptes de toute nature, bancaires, postaux, épargne. La CNIL a validé ce fichier et nous rappelle aujourd'hui qu'il ne fournit aucune information sur les opérations effectuées sur le compte ou sur son solde. Ce serait donc dans le respect du secret bancaire. Cette base sert le gouvernement à fournir aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société. Qui sont ces personnes habilitées ? À part la DGFiP du ministère, on retrouve les douanes, la justice, les officiers de police judiciaire, les notaires, des banques, la banque centrale, des huissiers de justice, même certains particuliers par l'intermédiaire de la CNIL. Vous pouvez penser que ce fichier doit donc servir aux citoyens pour sécuriser leurs comptes contre la fraude ou autre erreur de paiement. Par exemple, dans le cas des nombreuses erreurs de virement vers un IBAN erroné, une victime peut demander à sa banque ou à un médiateur des paiements d'identifier le destinataire réel afin de réclamer une restitution des fonds. Cependant, les banques et la Banque centrale n'utilisent pas ce service pour sécuriser les paiements et aider à la récupération des fonds perdus. Faisons maintenant une petite mise à jour sur la fuite de Do Kwon et ses collaborateurs. Tout d'abord, alors qu'une notice rouge a été émise par Interpol pour l'arrestation de Do Kwon, le ministère des Affaires étrangères sud-coréen a ordonné à l'ancien PDG de Terra et 6 de ses anciens collaborateurs de délivrer leur passeport aux autorités sud-coréennes sous 14 jours, sous peine de se voir annuler leur passeport, et il précise que le refus de coopérer entraînera le rejet des demandes de réémission de leur passeport à l'avenir. Et pendant que les autorités sud-coréennes mettent la pression sur Do Kwon et ses anciens collaborateurs, on a eu hier la première arrestation dans cette affaire avec Yoo Mo, l'ancien directeur des affaires générales de Terra, au motif de violation de la loi sur les marchés des capitaux, de fraude et de manquement aux devoirs. Mais pour simplifier, Yoo Mo est accusé d'avoir utilisé des bots de trading pour gonfler et manipuler le prix du Luna. À savoir que pour le moment, on n'a pas de détails qui ont été publiés concernant la date et le lieu exact de son arrestation, mais bien sûr, affaire à suivre dans Daily Crypto. Donc si une autre news aussi, on a donc Near Protocol. Là, j'ouvre un peu une fenêtre sur l'adoption des cryptos, comment ça va se passer. Moi, je pense que ce type de collaboration entre Near Protocol et Google Cloud, ça peut être intéressant. Vous savez, Near Protocol, c'est aussi une plateforme de smart contract, donc c'est structurel. En gros, c'est une blockchain qui est louée à des projets de finance. D'ailleurs, quand vous regardez l'écosystème, il est déjà assez large en fait. Vous avez à la fois de l'infra, de la DeFi, des NFT, du gaming. Il y a un peu tout, DAO, Oracle, Privacy Coin, Storage. Il y a en fait d'ailleurs SIA qui est aussi sur Ethereum là, et IPFS évidemment. Donc il y a un peu de tout. Et ce qui est intéressant, je pense, Near, c'est Ethereum. Ça ressemble un peu à Ethereum 2.0 où ils ont un système de sharding. Je vais pas rentrer dans trop de détails. J'en ai parlé d'ailleurs il y a pas très longtemps. L'objectif, c'est vraiment d'être extrêmement performant et du coup, ça s'est plutôt bien développé récemment
intéressant et ce type d'accord, en fait, ce type de partenariat est intéressant, même si je pense que le gros de l'adoption va se faire évidemment par la DeFi, mais surtout, à mon avis, par les NFT. Je vais vous parler de Ethereum classique et de Cardano avec Charles Hoskinson. Charles Hoskinson, c'est le fondateur de Cardano, le cofondateur d'Ethereum. Et pour ceux qui ne savent pas, Charles Hoskinson il était très impliqué au départ sur la communauté Ethereum classique, alors du fork qui a eu lieu d'Ethereum en Ethereum classique. D'ailleurs, on peut faire le lien avec ce qui vient de se passer actuellement sur Ethereum. Ethereum aussi, par le passé, ils ont été piratés. Un projet sur Ethereum a été piraté et l'écosystème et la communauté Ethereum a pris une décision aussi drastique qui est toujours controversée à l'heure actuelle et que je soutiens même pas forcément à l'heure actuelle, qui était de faire un retour arrière. Et plutôt de faire un retour arrière, c'est de prendre l'argent de l'attaquant et de le reverser, on va dire, aux smart contracts et aux personnes qui avaient perdu de l'argent. Donc c'est aussi quelque chose qui est très très controversé et d'où la création d'Ethereum. Mais pourquoi je vous en parle maintenant, c'est parce que Charles Hoskinson, c'était lui qui possédait le compte en fait Ethereum classique sur Twitter et il refuse depuis un certain temps de le rendre à la communauté Ethereum classique et aujourd'hui il vient de le renommer ou de le donner à la communauté Ergo. Donc là c'est une autre communauté de blockchain, de smart contract en mode proof of work, donc en mode concurrent un peu d'Ethereum classique. Les 600 000 abonnés sont désormais du coup redirigés directement vers Ergo. Ça aussi c'est pas très sympa de la part de Charles Hoskinson. Et c'est pas fini. Il y a une troisième problématique qui pourrait potentiellement poser problème. Il s'agit de l'hébergement de ces fameux nodes et de ces infrastructures de validateurs. Et c'est le dernier gros argument qui vient questionner la décentralisation réelle ou non du réseau Ethereum. En effet, vous l'avez compris, il y a différents services, différents exchanges comme Lido, Kraken, Coinbase, etc. qui vont déléguer à différentes entreprises l'opération de validateur. Ce qui fait d'ailleurs que c'est plus décentralisé que ce qu'on pense, car même si c'est Lido qui a un tiers du réseau, il y a énormément d'entreprises derrière. Malgré tout, il faut savoir que ces entreprises vont avoir besoin de serveurs informatiques, ce que l'on appelle des infrastructures. Et différentes de ces entreprises peuvent passer par les mêmes infrastructures pour héberger leurs validateurs. Encore une fois, l'infrastructure n'est pas censée théoriquement avoir le droit de prendre le contrôle du serveur, puisque c'est une location et que c'est donc du matériel informatique qui est à disposition de l'entreprise qui est censée en faire ce qu'elle veut. Mais regardons où sont hébergées la plupart de ces infrastructures dans le cloud. En effet, la plupart de ces entreprises vont avoir recours à des serveurs cloud et pas uniquement des serveurs et des infrastructures qu'elles ont à disposition physiquement. Selon Eternode, si on se penche sur la décomposition des services les plus utilisés, on remarque que plus de 50% des nodes sont hébergés sur le service cloud d'Amazon. On parle de 53% mi-septembre. Vous pouvez également voir quelques autres géants comme Hetzner ou Google Cloud ou encore OVH, l'entreprise On vous héberge, qui est un géant français. Mais encore une fois, c'est à nuancer. On vient de voir qu'une grande majorité est par exemple chez AWS, donc chez Amazon, dans leur service cloud, mais on estime également, encore une fois selon Eternode, que seulement 60 à 65% des validateurs sont hébergés dans le cloud. AWS représenterait donc 50% de 60 à 65% et donc pas la moitié de l'intégralité des nœuds sur le réseau. Il faut également comprendre que ça crée un risque de stabilité sur le réseau parce qu'un hébergeur pourrait dire du jour au lendemain, nos règles viennent de changer et nous refusons qu'une entreprise héberge des nœuds Ether chez nous. À ce moment-là, ça va créer de l'instabilité et les entreprises vont devoir se repositionner, trouver de nouvelles infrastructures. Ça peut créer des mouvements sur le réseau et affaiblir momentanément ou plus durablement le réseau et la façon dont son intégrité est maintenue. Si on reprend le premier graphique, c'est par exemple le cas d'Hetzner Online qui représente aujourd'hui 11,6% des nœuds du réseau et qui a annoncé ne pas vouloir d'opération quelconque en lien avec le proof of work ou le proof of stake, le stacking donc et le maintien de validateurs ou de nœuds, sur son réseau. Ces 11% vont donc devoir retrouver repreneur. La plupart du temps, les entreprises regardent les caractéristiques techniques qui sont demandées, mais en payant le moins possible, histoire de rentabiliser l'opération de ce nœud. En conclusion, il est donc vrai de souligner qu'il y a des problématiques et des arguments totalement recevables qui peuvent remettre en cause la décentralisation potentiel du réseau Ether. La décentralisation permettrait des abus, même s'ils n'ont pas lieu, la blockchain repose sur un principe simple, ils ne doivent pas être possibles. Et c'est ce qui lance énormément de débats en ce moment sur le réseau Ethereum. Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, l'admet lui-même dans une interview. Vous avez d'ailleurs toutes les sources de la vidéo et le lien de cette interview dans la description. Donc déjà, comment il a fait fortune à la base ? C'est un trader de Wall Street et très très jeune, il a arrêté, il a vu le vent tourner des crypto-monnaies et en fait il a commencé par faire fortune avant de faire quoi que ce soit en utilisant une vieille technique qui existait mais qui n'était pas du tout exploitée à l'époque, ce sont l'arbitrage.
c'est quelque chose de très connu dans le monde de la finance, c'est que vous pouvez avoir des actifs cotés à la bourse de New York, cotés à la bourse de Hong Kong, et donc des fois vous avez des écarts entre ces produits. Ne serait-ce qu'à cause des heures de cotation, mais il peut y avoir un gros décrochage à Wall Street, et avant que ce soit répercuté à Hong Kong, c'est le lendemain, et donc vous avez moyen d'acheter l'actif d'un côté, le vendre de l'autre. C'est ce qu'on appelle de l'arbitrage financier. C'est assez connu, mais la bourse en Corée du Sud des crypto-monnaies est complètement différente, et c'est pareil au Japon, et vous pouviez surtout avoir à l'époque des écarts de l'ordre de 30% entre la cotation par exemple du Bitcoin en Corée du Sud par rapport à ce qui se faisait aux États-Unis. Et donc lui s'est installé très près en Asie, je crois qu'il allait au Japon au début et après à Hong Kong, et l'idée c'est qu'il a gagné, tout simplement, il faisait des 25 millions de dollars par jour, juste en s'associant avec des banques et en achetant des bitcoins en Corée du Sud et les vendant aux États-Unis et vice-versa. Tout simplement. Avec cette fortune, il a créé déjà un premier fonds qui s'appelle Alameda Research, et ensuite il a créé FTX. Ça, c'est le tout début de son histoire, c'est comment il a accumulé de la fortune avant de se lancer vraiment dans le projet FTX. Et aujourd'hui, son empire, ça va bien au-delà d'FTX. Qui détient en réalité les cryptoactifs ? Je trouve ça très intéressant, et je vous l'avais déjà montré, en termes d'individus et de pays. C'est super marrant. Ça m'a beaucoup étonné. En fait, il y a eu un flippening, si vous voulez, par rapport aux détenteurs de cryptoactifs. Le top 3 des pays détenant le plus de Bitcoin. C'est très très marrant. Donc ça a été fait en fait dans un coup de fusil, et peut-être qu'au fond c'est ça qui nous attend par rapport à peut-être une future crise, que qui se jettera en premier sur Bitcoin, qui se jettera potentiellement sur Ethereum demain, par rapport à une situation géopolitique, politique ou inflationniste ou hyperinflationniste. En première position, vous avez les Ukrainiens. C'est marrant, en termes d'individus, je ne parle pas en termes de quantité, mais vraiment en termes de pourcentage par individu. Ukraine, Russie, Venezuela, Singapour, Kenya et États-Unis. Venezuela, on sait pourquoi, l'hyperinflation sans précédent. La Russie, et c'est vrai que le président russe nous en avait beaucoup parlé, si vous ne voulez pas accepter mes roubles, ok pour payer en bitcoin. Ici, il s'en est préparé, entre guillemets. Et l'Ukraine qui a vite fait machine arrière derrière, parce qu'il y avait trop de personnes qui sortaient les capitaux des banques pour l'envoyer directement dans le bitcoin. Donc il a tout de suite fait machine arrière, mais ceci étant dit, ce qui a été acheté a été conservé, et notamment par les fonctionnaires ukrainiens. C'est très intéressant ce qu'on est en train d'observer, parce que c'est lorsqu'on commence à être un petit peu dans la peur, si vous voulez, un petit peu dans l'incertitude, alors c'est très grave ce qui se passe, aux portes de l'Europe, on ne va pas repartir dans ce sens-là, mais dans l'idée, ils se sont pas jetés sur des lingots d'or, si vous voulez, ils se sont jetés sur Bitcoin, parce qu'ils en ont parlé, oui, ils en ont parlé à la télé, oui, et c'est beaucoup plus facile d'acheter du Bitcoin ou acheter des cryptoactifs que des lingots d'or, vous pouvez bien sûr l'imaginer. Je trouvais ça très intéressant de vous le remontrer. Et voilà, c'est tombé, parce que nous en Europe, on est les champions de la taxation. Et puis de toute façon, les gens qui gagnent des sous, il faut les taxer parce qu'ils sont pas gentils. Il faut vraiment prendre ceux qui gagnent des sous pour donner à ceux qui en gagnent pas. Bon, excusez-moi, j'ai un peu médisant, mais ça fout les boules quand tu vois ça. C'est validé. Bravo Christine. Elle est forte Christine. Ah là là, bravo. La crypto-régulation en Europe s'annonce très sévère. La loi MiCA vient de franchir une étape de plus de sa mise en application. Je te laisse lire ici le programme. Voilà, nous, champions de la taxation. Il y a des pays européens qui taxent moins. Genre l'Allemagne, quand tu détiens tes cryptos pendant 1 an, t'es pas taxé. D'autres pays qui taxent moins. Nous, on est à 30%. Nous, moins, c'est clair et net. Tu donnes 30% de ce que tu gagnes et tu fermes ta bouche et tu dis merci. Voilà, et t'oublies pas de payer tes autres taxes aussi. Bienvenue en France. Non, voilà. On ne sait pas où on va aller. Là où c'est atroce, que tu as envie de pleurer, c'est qu'ils ont envie d'utiliser la blockchain pour pouvoir faire toutes les taxations sur les cryptos. Voilà, t'as pas envie de pleurer, je suppose que t'as envie. Voilà, c'est la grosse blague. Vous utilisez notre technologie, dire oui, nous, notre technologie à nous, pour nous taxer, ces bandes de gros voleurs. Bon, voilà. C'est comme ça, bienvenue dans le pays de la taxation, voilà, la France ou l'Europe, ou tout ça, me dire, c'est tout partout pareil, sauf que il y a des pays qui sont pas taxés, mais voilà, ça fout les boules, parce que quand tu te tapes un bear market pendant 1 an, 2 ans, avec des mois et des mois où tu pleures, t'es en stress, t'en peux plus, machin, tu gagnes enfin de l'argent, t'es content, oui, c'est très bien, bravo, mais maintenant vous donnez vos 30%, s'il vous plaît, voilà. C'est comme ça, on peut rien faire, ou alors tu fais comme pas mal de gros de gens qui ont gagné de la crypto, qui sont du très riches, tu pars à Malte ou tu pars à Dubaï, voilà. Donc c'est pas grave, les gens qui gagnent des sous, ceux qui savent produire de l'argent, ou les cerveaux qui peuvent gagner de l'argent, eh ben ils partent. Voilà, bienvenue en France, bienvenue en Europe. Est-ce que les gens valorisent vraiment l'agrément ? Et c'est ce qu'on voit par exemple sur l'agrément OMSAN, ou l'enregistrement, je sais jamais lequel est lequel, mais
En gros, on voit que la valeur ajoutée, elle est très... Enfin, tout le monde s'en fout, en gros. Enfin, c'est pas parce qu'une société va mettre sur son site internet « Je suis enregistré PSAN » que du coup, c'est un gage de sécurité. Une nécessité de passer par des PSAN parce qu'elles sont dans un contexte plus régulé, tatitata. Mais aussi parce qu'on a fait cet enchevêtrement de régulation et de réglementation. Mais c'est vrai que, moi, en tout cas, après, je suis pas non plus spécialiste du droit et tout ça, mais ce qui me semblerait logique, ça serait d'avoir un système avec beaucoup plus d'optionnels, que demain je puisse ouvrir un casino illégal si j'ai envie, enfin qui serait pas illégal du coup, mais si j'ai envie d'ouvrir un casino demain que je puisse le faire, et que si les gens préfèrent aller dans un casino qui a été agrémenté comme casino, on sait que celui-là il est propre, etc. par rapport au mien, bah, qu'ils le fassent. Enfin, c'est juste... Et là encore, c'est un sacré dilemme de comment tu manipules... Agréé d'ailleurs, pas agrémenté. Tu vois, par exemple, une industrie que je connais relativement bien, l'industrie du tabac. Tu vois, comment tu empêches, si je puis dire, l'industrie du tabac de manipuler ses consommateurs, ou en tout cas d'user de stratagèmes douteux ou borderline, par exemple dans le marketing, dans la communication, etc. Enfin, l'image du cob, enfin c'est rien, c'est pas mensonger, mais c'est certaines orientations de dire bah non. Ah, mais ça c'est un autre champ. Par exemple, moi pour le champ du marketing, je serais pas contre qu'il soit, et c'est ce qui a été fait plus ou moins avec le PSAN, lié plus ou moins à la réglementation. Vous pouvez pas faire de pub par contre si vous n'étiez pas caché. Mais après, je pense qu'il y aurait des modalités à trouver sur le pas pub et le pub. En communication, pas communication. Mais clairement, après, le tabac... C'est tabou, on en reviendra tous à vous. Mais c'est de l'ordre, je veux dire, de la santé publique et la santé financière, c'est quand même deux trucs différents. J'ai l'impression que parfois, on est plus dingue en santé financière qu'en santé publique. Et le résultat, c'est que les Français ont avant tout de l'épargne qui dort sur des livrets qui produisent pas grand-chose. Mais par contre, ils ont le droit d'aller jouer au PMU aussi. Voilà, ça c'est mon gros problème, ça je trouve ça dingue, quoi. Le PMU ou la problématique? Bah non, le PMU, non, mais que en France, quelqu'un qui veut cramer son salaire au loto, il peut aller au PMU, ça pas de problème. Le loto français qui a un des taux de redistribution le plus atroce du monde. Oui, c'est du vol. Enfin, littéralement, on sait que t'es perdant. C'est un casino. À la rigueur, si on pouvait voter sur ce qui est fait avec l'argent du loto, why not? Au moins, ça serait un truc un peu plus participatif, j'ai envie de dire. Il y a le loto, il y a le PMU, il y a le fait de pouvoir aller au casino et d'avoir un livret. Mais après, bon, maintenant, on peut quand même accéder à des actions et tout ça. Mais je veux dire, les produits qui sont cool, ils sont pour les grandes fortunes, et on va dire la classe moyenne a accès à l'immobilier, quoi. Et encore pas à une échelle forcément conséquente, et la classe moyenne qui est dans les clous, parce que bon, une banque, vous n'avez pas de CDI, c'est compliqué quand même d'avoir un crédit. L'OPEC, donc du coup l'Arabie Saoudite et tous les pays un peu partenaires autour de cette zone, on va dire, va diminuer sa production de 2 millions de barils par jour pour faire remonter les prix. Et ici, vous comprenez que c'est un défi aux États-Unis, ce que nous donne tout simplement l'Arabie Saoudite ici. Pourquoi ? L'Arabie Saoudite dit, on voit que ça price une récession, etc. Donc du coup, tout simplement, on pense qu'on est en surproduction de pétrole, et en l'occurrence ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement fermer un petit peu le robinet de manière à ce que les prix augmentent. Donc suffisamment intéressant pour le montrer, d'autant plus que ici, alors les États-Unis peuvent tout à fait acquérir une forme d'indépendance par rapport au pétrole, mais on le voit ici aussi, alors c'est pas du tout celle-là, on a des rencontres permanentes entre Poutine et le prince d'Arabie Saoudite qui nous marquent une sorte de coopération. Donc on a un cartel du pétrole en ce moment aux États-Unis qui nous dit: les Américains veulent pas produire plus, en tout cas les firmes privées, même si Biden leur dit de le faire, ils refusent. On a bien entendu cette tension par rapport à la guerre en Ukraine qui évidemment amène Poutine à lui aussi fermer le robinet, ou en tout cas ne pas donner de quantité pétrolière suffisante à ses amis de l'Occident. Et puis on a de l'autre côté également le prince d'Arabie Saoudite qui est en train de se détourner des États-Unis. Et qui lui est également en train de dire nous on va faire ce qu'on veut globalement avec notre pétrole, on va le vendre dans la monnaie qu'on veut, et on va en vendre autant qu'on veut, et si on veut en vendre moins mais plus cher, on va le faire également.
Et sinon, on va continuer à avancer dans notre marché un peu. Les valeurs françaises qui ont perdu 50% en bourse depuis le début de l'année. Pourquoi je vous mets ça ? Puisque vous faites de la crypto-monnaie et vous dites, moi, les bourses classiques, je m'en fous un petit peu. Bien non, malheureusement, hein, puisqu'on est vraiment tributaire des bourses classiques. Et là, ce que je voulais vous faire voir, c'est que 50%, il y a plusieurs sociétés, des sociétés très connues, hein, comme l'action Fnac Darty, chute de 51%, vous voyez. On a l'action d'Erichbourg, hein, 60%, et autre chose, qu'est-ce qu'il nous a mis, l'action Corian s'effondre de 63% depuis le début de l'année 2022. Donc on a compris on n'est pas tout seul dans la course. Mes amis, on n'est pas tout seul à tomber, puisque moi j'entends à longueur de temps, oui, la crypto c'est dangereux, la preuve, tout s'effondre, etc. On s'effondre parce que le marché traditionnel s'effondre. On est toujours en parallèle avec le marché traditionnel, on a bien compris, on travaille, c'est pas grâce à eux, mais on travaille avec le marché traditionnel. Les gros investisseurs viennent dans la crypto-monnaie, ça se faisait pas trop au début, mais depuis 2020 en tout cas c'est comme ça. Ils viennent dans la crypto-monnaie parce qu'ils ont compris qu'il y avait de l'argent à gagner, donc ils amènent leurs fonds, ils amènent tout ça, mais dès qu'il y a un peu trop de volatilité, ils vont se sauver parce qu'ils veulent protéger l'argent de leurs clients, donc ils veulent pas perdre des sous, se protéger déjà eux-mêmes. Donc c'est un actif risqué. Quand on est dans des périodes comme on avait une période un petit peu faste avant où tout grimpait gentiment, évidemment que la crypto, on a profité de tout ça, mais à partir du moment où tout est venu un peu dangereux, le marché traditionnel a pris un coup dans la tête, c'est-à-dire que l'économie mondiale a pris un coup dans la tête, et pas spécialement, c'est pas à cause de la crypto-monnaie, nous sommes bien d'accord, eh bien malheureusement, la crypto-monnaie a pris un coup dans la tête, puisqu'on a perdu beaucoup d'investisseurs. Alors on a perdu tous les gros investisseurs qui font le marché, enfin on les a pas tous perdus, hein, ils sont là quand même, on fera le bilan un peu plus loin, hein. Mais justement, on se porte pas trop mal, ça pourrait être nettement pire, mes amis, hein. Mais quand même, on a perdu beaucoup de gens, donc on a perdu du volume de travail, on a perdu après beaucoup de petits clients qui se sont fait rincer. Les gros sont un peu moins fait rincer, sauf certains qu'on a cités à longueur de temps, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont perdu beaucoup d'argent, mais encore une fois, ce n'est pas que la crypto-monnaie, comme on vient me le dire à longueur de temps. Tous les marchés ont perdu beaucoup d'argent. Et puis la dernière grosse nouvelle du jour, en dehors du fait que la patronne du FMI a laissé entendre que le monde allait être en train de rentrer dans une période compliquée qui risquait de durer et qu'on n'allait pas pouvoir se passer du fait de monter les taux. L'autre nouvelle très importante, c'est encore Monsieur Biden qui a demandé que tous les gens qui aient des casiers judiciaires ou qui sont poursuivis en justice pour consommation ou possession simple de marijuana soient pardonnés immédiatement. Et donc du coup, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres à une légalisation totale de la marijuana aux États-Unis, ce qui fait que tout le secteur, absolument tout le secteur, a littéralement explosé. Alors comme d'habitude, chaque fois que c'est sur les titres de la marijuana, c'est pas des 2% de hausse, c'est plutôt des 25, 30 ou 40% de hausse. Donc on est reparti dans la thématique du éventuellement peut-être que ça va être légalisé. Donc affaire à suivre, en tout cas pour l'instant, gros mouvement hier sur toute la thématique de la marijuana, et grâce à Monsieur Biden, visiblement, encore une fois, qui était très très chaud hier, puisqu'il est extrêmement présent dans toutes les news économiques et financières de la matinée et de la nuit. Donc là, la clôture du dollar index, ça se fait comme ça en weekly, c'est très bullish. Le fait d'avoir racheté tout ça et de bloquer autant de vendeurs, c'est assez bullish ici si on clôture ainsi. Une potentielle pattern de retournement baissière qu'on avait qui disparaît. Donc ça, c'est un signal bearish qui est en train d'être avalé. Donc si c'est le cas, attention. Toujours dans cette dynamique parabolique, donc le dollar index qui peut continuer de performer. Malheureusement, les sentiments, c'est bien, ça commence à se dégrader, mais sur le dip, les gens voient ça comme une opportunité de rachat sur Euro-USD, GBP-USD. Attention, en plus, la Banque centrale anglaise qui autorise l'achat d'obligations, donc ce qui va refaire de la création monétaire, donc dans un contexte où tu n'arrives pas à maîtriser ton inflation, et l'inflation continue de monter, et en plus de ça, tu recrées de la monnaie pour sauver justement le marché obligataire. Ça pue déjà pour le GBP, enfin ça pue pour l'Angleterre en termes d'inflation. Ça peut créer une hyperinflation, donc je pense que leur monnaie, ça peut être chaud pour eux. Ce qui fait que eux, par contre, aux US, l'inflation, ils sont pas très loin de pouvoir la maîtriser, et ils créent plus de monnaie pour l'instant, voire même ils en retirent. Donc c'est ce qui fait que, normal que l'USD soit plus bullish, mais les gens sont bullish sur le GBP, peut-être à tort. Et l'euro USD, ça c'était venu sous 50-50, voire même dessous. Donc les gens commençaient à passer bearish, mais sur ce dip, les gens voient ça comme une opportunité de rachat. Donc c'est ce qui peut continuer de pousser l'euro USD un petit peu plus bas, possiblement. Et ça, du coup, ça facilite la hausse du dollar index. Donc il faut faire attention à tout ça. Donc moi, c'est des choses que je surveille personnellement tous les jours.
Et ici, la bougie, si on clôture comme ça, c'est assez bullish parce que la semaine prochaine, ça peut ouvrir comme ça et faire un nouveau sommet et poursuivre la dynamique parabolique. Et si on fait ça, je doute que Bitcoin et le S&P 500 puissent tenir. Au niveau des indices, la volatilité, le VIX et le MOVE, on attend de voir. Ce que je ziote surtout, alors le MOVE il est baqué sur les obligations, donc c'est pas beau, ça nous montre que les marchés obligataires est pas beau, et puis ça, on le voit très bien. Le VIX, j'attends qu'il pète ça. S'il pète cette trend-line et qu'il décide de faire ça, ça sera la confirmation de ça pue beaucoup. C'est-à-dire un marché qui va continuer sa tendance baissière et un Bitcoin, je pense qu'il va s'enfoncer aussi. Donc on est très prudent et puis on regarde ça comme l'huile sur le feu. Ici, on peut voir que les leviers ont totalement explosé, overrun tous les exchanges. On est sur un nouvel attache, comme on peut le voir ici. En général, c'est pas très bon signe sur le court terme puisque les leviers doivent se faire sélectionner. Est-ce qu'ils vont se faire sélectionner à la hausse ou à la baisse? Ça, on verra juste après. Mais pour l'instant, énormément de leviers. Là, c'est vraiment un énorme pump historique en tout cas sur le Bitcoin. Historiquement, ce qu'il faut faire pour une montée saine sur le Bitcoin sans trop de leviers, c'est que le prix monte avec des leviers qui baissent, ça c'est plutôt bon. Comme par exemple ici, les leverages se pètent la gueule pendant que le prix monte, ça c'est bon. Et là, pour l'instant, on monte un tout petit peu sur le Bitcoin avec énormément de leviers. Donc si on continue à monter, il faut espérer que les leviers baissent, sinon c'est pas très bon signe pour du moyen terme, parce que là on parle quand même de moyen voire long terme. Ici, pour l'instant, on peut voir un joli pump de l'open interest avec le petit pump qu'on a eu depuis quelques jours. Ce qu'il faut en général, c'est que le prix monte durant un bull market avec l'open interest. Donc là, c'est plutôt positif pour l'instant. Si ça monte avec l'open interest, c'est bon signe. Un bull market peut pas se dérouler sans open interest qui vient avec le prix. Donc là, ce qu'on veut, si le prix monte, c'est que l'open interest suit avec le prix. Encore à Paris, et après il y a encore une news sur Paris, décidément aujourd'hui c'est vive Paris, baguette, tout Eiffel. À l'occasion du 133e anniversaire du Moulin Rouge, l'artiste français Ludovic Baron a fait la révélation de son nouveau NFT, réalisé en partenariat avec le cabaret parisien La Mistinguette. Désolé pour le son, je voulais juste mettre le truc, mais voilà, du coup c'est cool. Les NFT arrivent vraiment de manière mainstream en fait dans la vie des gens de tous les jours, et j'espère que les gens vont du coup les adopter et arrêter de penser que c'est de la merde, que ça pollue, etc., etc. Il voit le concept de play to earn. Et là, ça, play to earn, c'est jouer pour gagner de la thune. Et ça, je suis désolé, mais clairement, waouh! Tout est là en fait, tout est là. Ils veulent faire rentrer vraiment des gens qui veulent utiliser le jeu vidéo pour faire de la caillasse, du blé, de la thune, de l'oseille. Et ça... dans l'absolu, j'ai rien contre. Dans l'e-sport et machin, ok. Mais si ça rentre, pénètre toutes les sphères du gaming, dans des jeux, je sais pas, Final Fantasy, God of War et machin, vous imaginez un peu? Donc Julien trouve que jouer et gagner de l'argent en dehors de l'e-sport, c'est une mauvaise chose. Et c'est quelque chose qui peut s'entendre. Je veux dire, il y a des arguments cohérents pour défendre ce point de vue. J'ai aucun souci avec ça, j'ai juste un avis différent. Mais la première chose rigolote dont je voulais vous parler, c'est que cette semaine, en me baladant sur YouTube, je tombe sur cette miniature de Julien Chiez qui dit PlayStation Stars, jouer et gagner de l'argent. Avec un Julien Chiez qui n'a pas l'air en colère du tout sur sa miniature. Du coup, j'étais étonné et j'ai cliqué sur la vidéo pour en savoir un peu plus et il dit ça. Et puis, autre point qui était évoqué là juste avant, l'option de pouvoir avoir des abonnements sur le PS Store, c'est-à-dire d'avoir des crédits. Vous dépensez des points obtenus gratuitement et vous allez pouvoir obtenir comme ça de l'argent. Alors l'argent ne va pas arriver sur votre compte, mais c'est de l'argent que vous n'allez pas avoir à dépenser. Donc quelque part, vous allez gagner de l'argent. Maintenant, reste à savoir, c'est ce que je vous disais, à quel rythme? Et là, pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué de savoir exactement. Ah pardon, j'étais en train de retourner ma veste. Parlons de trolls, j'allais dire. Non, c'est pas des trolls du tout. Là, cette fois-ci, la news est vraiment avérée, messieurs. C'est bon. C'est sorti il y a quelques jours en Australie. Shiba Eternity, le jeu Shiba Inu, fait enfin son entrée fracassante sur nos mobiles. On va le télécharger tout à l'heure. Dans le monde entier, c'est le 6 octobre. C'est aujourd'hui, les gars. Waouh! Et donc, c'est quoi l'idée? C'est un jeu de cartes de combat sur téléphone avec des chiens? Il a l'air assez complet, le truc, parce que c'est un jeu, donc c'est un vrai storytelling. Il y a un côté un peu Tamagotchi, retour aux sources, où tu dois t'occuper de ton chien. Il y a des batailles de cartes. Attends, ça a l'air intéressant, je vais manger un petit truc, vas-y. Est-ce que ce sera un play to earn? Je sais pas. J'espère que c'est un play to earn, parce que
Parce que sinon, en fait, comment ils vont faire pour c'est la intégrer... base, en Enfin, je sais pas, t'as le Shiba Inu ou la Shiba Army, elle est vraiment derrière. Voilà, ils veulent qu'il explose et on comprend pourquoi, hein, les gars. Vous inquiétez pas. On est derrière certains tokens, on aimerait qu'ils explosent aussi. Donc, on est avec vous. Là, il y a un jeu qui sort. Ça serait vraiment quand même intéressant que les tokens Shiba puissent être utilisés dans l'application, brûlés d'une certaine façon pour que justement la supply diminue, utilisés régulièrement pour que les gens achètent le token, qu'il y ait encore plus de mouvement sur l'écosystème. Pas complètement, ouais. S'il n'y a aucun intérêt du jeu, ça va pas... Enfin, tu vois, quel est le rapport, quoi. Bon, écoute... Il y a le côté play to earn et le côté aussi burn, tu vois. Ils espèrent que le fait de jouer et d'avoir certaines récompenses puisse burn des jetons. Ouais. Bah, ils espèrent pas. Soit ils l'ont mis en place dans le jeu, soit ils l'ont pas mis. Mais ils espèrent pas, les mecs, qu'il y aura un burn. C'est quoi le mécanisme? Bah, aujourd'hui, la tokenomics, on la connaît pas pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est que Shitoshi Kusama, il est très excité et il utilise le jeu tous les jours. On va télécharger ça tout à l'heure, on va tester. Franchement, ouais. On va le télécharger, on va tester. Faut dire qu'il y a quand même 2 gros gamers ici, dont Peter fait partie, qui meurt souvent sur Call of Duty, donc il va pouvoir mettre ses skills à profusion sur ce jeu-là. Insulte des mères toutes les 2 minutes. On aimerait bien avoir aussi vos retours, la communauté, la Shiba Army, les fans de Shiba Inu. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu-là? Qu'est-ce que vous pensez que va apporter ce jeu sur l'écosystème du Shiba Inu? Vous espérez un burn des tokens? Vous espérez une utilisation des tokens? Quel effet positif vous voyez à l'annonce de ce jeu et l'arrivée de ce jeu-là dans l'univers du Shiba Inu? N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous pensez. Ils sont où les petits trous là pour rentrer dans la fête foraine? Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.